Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce mardi 24 mars 2020. Les titres pour commencer. Le porte-parole du gouvernement burundais a écarté toute idée de report des élections. Selon Prosper Ntahogwamiye, la situation sur le coronavirus au Burundi n'est pas aussi alarmante pour perturber les élections de mai 2020. Et le saxophoniste Manu Dibango est mort du Covid-19. Le musicien de jazz camerounais, surnommé Papy Groove, était âgé de 86 ans. Vous aurez le témoignage d'Innocent Mozi qui a eu la chance de rencontrer cet illustre disparu. Et à 2 mois des élections présidentielles, la coalition Kira Burundi accuse la Commission électorale nationale indépendante de manque de transparence. Pour le président de cette coalition, c'est honteux que le président de la CENI prenne des mesures unilatérales pour servir les intérêts de ceux qui l'ont employé. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement confirme la tenue des élections malgré la pandémie du coronavirus qui menace le monde. Le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahogwamiye, assure que ce virus aura disparu dans 2 ou 3 mois avant les élections. Il affirme que ce coronavirus n'est pas la première maladie qui menace le monde. Il l'a dit ce vendredi au cours d'une conférence publique animée par les porte-paroles des différentes institutions suivies. Ayons confiance en Dieu que nous avons mis en avant. Espérons que cette maladie aura disparu d'ici 2 ou 3 mois à considérer l'étape actuelle de sa prévention. D'ores et déjà, le rendez-vous des élections reste inchangé, la vie continue. Elle n'est pas la première maladie, sauf qu'elle vient alors que le monde a évolué. Le monde est au courant de tout. Sinon, il y a eu d'autres maladies très virulentes que celle-ci. Pourtant, les gens n'ont pas cessé les activités. Le soleil se levait et les jours passaient. Les pluies tombaient et venaient des bons temps. Vraiment, pas de spécial à cause de ce coronavirus. Les gens sont là et Dieu verra sur nous. Il n'arrivera pas au Burundi. Les autorités du pays devraient dire la vérité sur les situations cruciales comme celle de la pandémie du Covid-19 pour sauver les vies des populations. Thierry Vicouron, chercheur à l'Institut français des relations internationales et spécialiste de la région des Grands Lacs, critique les autorités burundaises qui se précipitent vers les élections au lieu de concentrer les efforts à la prévention de cette pandémie. Thierry Vicouron s'exprimait ce mardi sur la radio France Internationale. Au Burundi, et donc ça peut changer d'ici le mois de mai évidemment, et donc la décision de maintenir ou non ces élections peut aussi changer. Et puis surtout c'est le fait que le parti au pouvoir tient à être reconfirmé rapidement et dans les délais qui ont été fixés, parce qu'ils avaient mis une pression très forte sur la population pour qu'elle finance ces élections. Le Burundi est une dictature, donc le parti au pouvoir a une vérité officielle. Cette vérité officielle, c'est qu'il n'y a pas de cas de coronavirus et donc pas de raison de repousser les élections. La question de la santé publique est une question évidemment importante, et on voit au Burundi, comme je pense dans d'autres pays, que ce qui va être un élément, ce qui est déjà un élément très important dans cette épidémie, c'est la capacité des autorités de dire la vérité. Il y a peut-être ou non des cas de coronavirus au Burundi, on verra si ça sort dans les jours ou les semaines qui viennent, mais pour le moment, la vérité officielle du gouvernement, c'est qu'il n'y en a pas. Les Burundais devraient se protéger contre le virus de Covid-19 car le gouvernement ne se soucie pas d'eux. L'appel est de Mme Nirere Ruth, une Burundaise qui réside en Italie, le pays européen le plus touché par ce virus. Elle fait savoir que si ce pays n'avait pas pris au sérieux la propagation aussi rapide de ce virus, que la situation aurait été pire. Même s'il y a aujourd'hui des morts, la contagion a été réduite grâce aux mesures drastiques qui ont été prises par les autorités italiennes. On l'écoute. Pour l'Italie, je pense que ce n'était pas vraiment de la négligence, mais peut-être avoir sous-estimé au début l'ampleur de la contagion.
C'est pour ça que l'Italie a d'abord confiné une grande partie du nord et la mesure n'a été étendue que quelques jours plus tard au reste du pays, où dans l'intervalle la population avait continué à vivre comme d'ordinaire. Maintenant, l'Italie se bat contre tous ces morts qui avaient été contaminés et la contagion n'est pas encore finie. Mais avec ces mesures drastiques qui ont été prises, ils sont en train petit à petit de diminuer un peu le nombre de personnes qui sont contagiées par jour. L'Italie, en fait, devient aussi un exemple pour les autres pays. C'est pour ça que même l'Italie elle-même alerte le reste du monde, l'implorant de se protéger contre cet assassin invisible qui fait des ravages. Donc pour notre pays, le Burundi, moi personnellement, j'en appelle à nos compatriotes de prendre leur destin entre les mains pour se protéger. Même sans les tests, il y a des choses qui sont faisables au niveau individuel et au niveau collectif. Parce que la population voit l'exemple des pays voisins, voit l'exemple des autres pays. C'est vraiment la population directement qu'il faut s'adresser et alerter. Qu'ils refusent au moins ce qui est en leur capacité, refuser tous ces attroupements inutiles. Rester chez eux dans la mesure du possible, faire de la propreté autour d'eux, se laver les mains, arrêter d'aller dans les bars, dans les églises, vraiment changer de comportement pour se protéger. Le régime du Burundi ne les a jamais protégés. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Au contraire, il sort des discours qui pourraient porter par ignorance vers un suicide collectif. Et voilà, c'était Nirere Ruth, une Burundaise qui réside en Italie. Beaucoup d'entre vous connaissent cette musique. Elle est de Manu Dibango, la légende de la musique africaine qui vient de nous quitter à l'âge de 86 ans suite à l'infection du coronavirus. Son histoire commence sous le nom d'Emmanuel Dibango, né d'une mère couturière et d'un père fonctionnaire. Le 12 décembre 1933 à Douala, le port où débarquèrent les premiers Européens au Cameroun. Notre collègue Innocent Mozi a eu la chance d'interviewer ce célèbre musicien camerounais. Il nous donne son témoignage sur l'illustre disparu. Oui, j'ai eu la chance d'interviewer Manu Dibango quand il était passé au Burundi vers 1986. Il avait fait plusieurs concerts au Burundi, notamment au stade FFB, dans la salle du campus Kiriri aussi, au palais des congrès de Kigobe aussi, devant le président Bagaza. Manu Dibango, c'est une véritable légende. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand musicien africain de ces dernières décennies. Il venait de compléter pratiquement 60 ans de carrière. Manu Dibango était un homme d'une grande qualité musicale, un homme très chaleureux, avec son célèbre rire et son côté très sympathique. C'est un homme qui a apporté énormément à la musique africaine, qui a inspiré énormément de jeunes Africains. C'est le tout premier artiste africain à avoir eu un Grammy Award, c'était en 1972 avec son célèbre morceau Sol Makossa. Donc Manu Dibango, c'est une véritable légende, comme beaucoup le disent. Il a été dans tous les pays du monde pratiquement, il a joué avec tous les grands du monde pratiquement. Il était l'idole de beaucoup de grands artistes. Ses morceaux ont été repris par beaucoup d'autres artistes, que ce soit Michael Jackson, Rihanna, et beaucoup d'autres qui ont repris des extraits de ces morceaux, notamment le Sol Makossa. Il laisse un héritage énorme, plus de 40 albums, très très éclectique. Ça va du jazz pur à la Sol Makossa, au reggae, à des ballades célébrissimes comme Le Soir au village. C'est une grosse perte pour le continent africain. Il a été emporté par le coronavirus. Il avait annoncé lui-même qu'il était atteint du coronavirus il y a quelques jours. Il serait important quand même que les autorités burundaises réalisent que le coronavirus, c'est un danger énorme pour tous les pays du monde et qu'ils arrêtent de regarder ailleurs ou de s'en remettre à Dieu. Il y a des mesures concrètes, pratiques que tous les gouvernements du monde sont en train de prendre, à part peut-être le gouvernement burundais, celui de Tanzanie, mais qu'ils finiront par prendre aussi, parce que nous voyons très bien qu'ils n'ont pas les ressources côté système sanitaire, mais qu'il est impératif d'arrêter de mettre en danger la vie des Burundais qui est déjà mise à mal par beaucoup d'autres problèmes. Hospitalisé depuis plusieurs jours après avoir été contrôlé positif au coronavirus,
Le saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz Manu Dibango avait annoncé la contamination du Covid-19 sur sa page Facebook le 18 mars. Nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, Manu Dibango a souvent mis sa notoriété au service de combat, lutte contre la faim dans le monde, la libération de Nelson Mandela et liberté d'expression, sans oublier le réchauffement climatique. Poursuivons avec cette édition dans la page des droits de l'homme. L'Assemblée nationale du Burundi est consciente du calvaire que vivent les femmes et filles qui se rendent dans les pays arabes pour chercher de l'emploi. Pascal Nyabenda, président de cette institution, semble compatir avec elle, mais propose qu'il y ait un cadre légal pour ces femmes. Les femmes burundaises activistes des droits de l'homme regrettent cette attitude des autorités burundaises qui ne se soucient pas des malheurs des Burundais qu'elles représentent. Révérien Vazikangi nous en dit plus. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, s'était rendu dans sa province natale de Bubanza. Il s'adressait à la population. Ces femmes qui se rendent à Oman, elles abandonnent leur foyer. Avant, je croyais que ce sont seulement des jeunes filles qui partent. Est-ce qu'elles vous disent la vérité sur leur sort une fois arrivées là-bas? Quand elles arrivent dans ces pays arabes, les clients viennent les acheter comme si elles étaient des chèvres. Vous avez déjà vu comment on choisit une chèvre engraissée à l'abattoir? C'est la même procédure. Un client vient et fait son choix. Un autre vient et fait de même. Ainsi de suite, comme on achetait des chèvres ou des moutons au marché. Pourquoi vous ne leur donnez pas de conseils? C'est une honte. Par après, s'il y a l'une d'elles qui souffre et qui demande de revenir dans son pays, celui qui l'a acheté va refuser et dire « Je t'ai acheté une grande somme d'argent. Je ne peux pas te laisser partir. » Et vous savez pourquoi? Ces commissionnaires qui viennent pour sensibiliser ces femmes sont payés très cher. Ces femmes n'ont pas malheureusement, selon Pascal Nyabenda, l'identité des Burundaises, puisqu'elles partent avec les documents qu'elles obtiennent au Kenya et en Ouganda, qui ont des contrats avec les patrons arabes. Pascal Nyabenda dit que le gouvernement du Burundi n'a pas la capacité d'arrêter son mouvement, qu'il faut donc créer des sociétés comme celles des Kenyans et des Ougandais pour mériter ces contrats des Arabes. Ce ne sont pas des Burundais qui viennent prendre une femme ici à Kumusenyi. Il y a des Ougandaises ou Kenyanes qui viennent pour la sensibilisation. Celles qui acceptent reçoivent des documents de voyage au Kenya et en Ouganda. Arrivées dans ces pays arabes, elles ne sont pas des Burundaises. Elles sont soit ougandaises ou kenyanes. Car dans ces deux pays, il y a des sociétés qui ont un contrat d'envoyer des personnes comme main-d'œuvre dans ces pays arabes. Chez nous, nous n'avons pas de telles sociétés. Et c'est notre suggestion à l'Assemblée nationale. Vaut mieux que ces filles du Burundi y aillent avec leur identité au lieu de s'en aller avec d'autres nationalités. Qu'elles s'en aillent état des Burundaises. Il faut qu'il y ait des sociétés burundaises qui signent un contrat avec ces pays arabes pour que ces femmes partent dignement. Nous l'avons demandé au ministère des Relations extérieures et son ministère est en train de mettre en place un département chargé de suivre le cas de ces femmes. Car nous avons constaté qu'on ne peut pas les en empêcher. Elles partent clandestinement et c'est comme un suicide. Partir à l'étranger sans savoir ce qui t'attend, c'est un suicide. Une fois arrivées dans ces pays arabes, si elles souffrent, elles sont même incapables d'appeler au secours, étant donné que même nos ambassades dans ces pays arabes ne sont pas en mesure de les identifier. Pour Madame Ruth Nirere, activiste des droits de l'homme, c'est impensable que le gouvernement pense à vendre ses propres filles. Il rappelle que ces femmes sont recrutées pour être des esclaves.
Cette décision qui pourrait être prise par le régime du Burundi pour légitimer l'envoi de nos sœurs dans les pays arabes pour y travailler, pour moi est un drame parmi les autres drames que vivent les Burundais. Tous, nous avons vu des images horribles de comment ces pays traitent leur personnel étranger. La violence qu'ils leur font subir, la violence de tout genre, et ça que ce soit des hommes ou des femmes. Alors pour moi, ça va au-delà de l'inimaginable. Comment un pays peut faire des contrats pour envoyer ses femmes pour être des esclaves et les faire soumettre à des conditions inhumaines. Et en plus, quand le régime du Burundi dit qu'il légitime cette vente, si je puisse l'appeler ainsi, vont-ils vraiment suivre la vie de ces femmes une fois qu'elles seront parties? Et puis, ce qui est vraiment doublement triste, c'est qu'en général, les personnes qui partent sont des personnes sans défense et qui sont complètement oubliées dans cette tragédie. Et on sait que normalement, un pays qui a une bonne gouvernance ne vend pas ses filles, mais il les forme pour qu'elles servent leur pays, leur nation. Alors moi, ce que je veux vraiment, j'aimerais bien en appeler aux autres femmes burundaises, qu'on se mette ensemble pour sensibiliser nos sœurs qui sont fragiles et sans espoir, qui pourraient partir, parce qu'elles pourraient partir sans savoir que ce qui les attend est un drame, est un cauchemar. Les femmes burundaises sont souvent interceptées alors qu'elles font des procédures pour aller dans ces pays. Sur les réseaux sociaux, on reçoit souvent des cris d'alarme pour certaines d'elles qui souhaitent quitter ces pays sans y parvenir. Elles seraient recrutées selon certaines sources pour être exploitées sexuellement. Merci à Révérien Bazi Kamge. Et la coalition Kira Burundi accuse la Commission électorale nationale indépendante d'être partiale. Le président de cette coalition, Aloïse Barichako, accuse aussi cette commission d'avoir violé la loi en rejetant toutes les listes électorales présentées par Kira Burundi, y compris même la candidature de Domitien Izeye, qui a eu gain de cause par ailleurs auprès de la Cour constitutionnelle. Selon porte-parole de la CENI, en rejetant la candidature de Domitien Izeye, la CENI n'a fait que son travail. Les détails avec Thierry Bigilindavi. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi, Aloïse Barichako, le président de la coalition Kira Burundi, a accusé la Commission électorale nationale indépendante CENI d'être une marionnette numée jusqu'à maintenant invisible. Il a aussi accusé la CENI d'avoir violé la constitution de la République du Burundi quand elle a rejeté les dossiers de candidature des membres de leur coalition, que ce soit pour les présidentielles, les législatives ou les communales. Par contre, Aloïse Barichako a salué le bravoure de la Cour constitutionnelle qui lui a donné raison en validant la candidature qui avait pourtant été rejetée par la CENI. La coalition Kira Burundi constate aujourd'hui que le dit processus électoral est totalement mal engagé par une commission nationale électorale qui est tout sauf indépendante alors que la Constitution et la loi électorale lui oblige à cet impératif. En effet, l'article 90 de la Constitution de la République du Burundi dispose que une commission nationale indépendante garantit la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral. L'article 92, en son deuxième alinéa, quant à lui précise que l'une des principales missions assignées à la commission et de veiller à ce que les élections soient libres, régulières et transparentes. Malheureusement, force est de constater que ce prescrit de la Constitution est en train d'être gravement violé par la CENI à travers ses rejets en cascade des dossiers de candidature des membres de la coalition Kira Burundi, tant au niveau des élections présidentielles, législatives et communales, avec une volonté délibérée d'exclure cette coalition du processus électoral. La coalition Kira Burundi se réjouit que la Cour constitutionnelle vient de dire le droit en déclarant que la candidature de son Excellence Domitien Izeye aux élections présidentielles au nom de la coalition Kira Burundi est validée. Il s'agit d'une grande victoire qui nous a donné de l'espoir et qui fait l'honneur aux membres de la Cour constitutionnelle et au peuple burundais tout entier. La coalition Kira Burundi entend avec impatience la décision juste et équitable de la Cour constitutionnelle pour les autres recours qui lui ont été adressés et espère
y voir une fois de plus un témoignage vivant que tout n'est pas perdu au Burundi. Pour Philippe Nzobonariba, porte-parole de la CENI, cette dernière n'a fait que son travail en rejetant la candidature du candidat aux élections présidentielles de la coalition Kira Burundi Domitien Ndayizeye, comme la Cour constitutionnelle a fait le sien en validant cette même candidature. L'article 103 du Code électoral donne droit à celui qui se sent lésé par la décision de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle. Ceux qui ont saisi cette Cour se sont conformés à cet article. La Cour constitutionnelle, de son tour, a fait son travail conformément à ce même article. Du côté de la CENI, elle a fait son travail tranquillement et la Cour constitutionnelle a fait de même. Chacun de son côté a accompli sa mission. Toutes les listes électorales présentées par la coalition Kira Burundi dans ces élections du 20 mai 2020 ont été rejetées par la CENI, que ce soit pour les élections législatives ou communales. La coalition Kira Burundi a fait recours auprès de la Cour constitutionnelle et attend son verdict. Merci également Thierry Bigilindavi. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 155 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils se rendaient en commune d'Omsigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Indiroussa, Terence Mozenzi et Gilles Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend en fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.